Est-ce que tu peux me rappeler ce qui caractérise la ville de Lyon, ce qui la rend attractive? Sur les 2 dernières années, il y a eu une baisse de prix et donc le moment pour entrer sur le marché est très intéressant. Ça laisse des perspectives de prise de valeur qui sont plutôt favorables. Sur la région lyonnaise, on a environ 190 000 étudiants avec le pôle universitaire de l'Adoua, plus de 40 000 étudiants. On va dire que c'est le campus scientifique à Villeurbanne. Moi-même, j'ai investi dans ce secteur-là. Je crois fortement à la ville de Villeurbanne. Lyon étant la première ville de France en termes de tension locative. En moyenne, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un logement, on a 14 demandes de locataires. Est-ce qu'il y a des modèles qui ne fonctionnent pas à Lyon? Si je parle uniquement de Lyon intramuros, par exemple, je vais déconseiller la location courte durée. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chasse aux sorcières par l'urbanisme, par les copropriétés et même sur le plan fiscal. Je te confie 200 000 euros, apport plus endettement bancaire. On se donne rendez-vous dans 25 ans. Où est-ce que tu les investis concrètement? Je vais plutôt te conseiller de diminuer un petit peu la taille du projet pour faire une opération plus rentable et préserver ta capacité d'emprunt, pourquoi pas, pour faire un... Bonjour Pierre et bienvenue dans Entretien Cash. Bonjour Grégoire. Avec Cataneo, l'entreprise que tu as cofondée en 2017, tu as réalisé plus de 700 investissements locatifs dans Lyon et ses alentours. Tu es donc ultra légitime pour parler du marché immobilier lyonnais. Je te remercie d'être là pour répondre à mes questions. Merci pour l'invitation. En guise d'introduction, Pierre, est-ce que tu peux te présenter et présenter Cataneo? Oui, tout à fait. Donc, je suis Pierre, j'ai cofondé Cataneo en 2017. Aujourd'hui, on est un groupe immobilier acteur dans l'immobilier ancien sur différentes activités. Une première activité d'investissement locatif, de conseil. Une deuxième activité de rénovation. Donc, on a notre propre entreprise générale du bâtiment avec nos architectes, nos ouvriers techniciens du bâtiment qui se chargent donc rénovation, mobilier, décoration. On a également une troisième activité de gérance location, une quatrième activité de vente, métier classique de l'agence immobilière, et une activité de marchand de biens. Et donc, en fait, avec ces 5 activités, on peut vraiment proposer une solution clé en main pour les particuliers qui veulent préparer leur avenir, gagner du temps et sécuriser leur projet. On est également capable d'intervenir à la carte, activité par activité. Nous intervenons sur 3 secteurs, Lyon-Villeurbanne et ses proches environs, le Beaujolais et Saint-Étienne. On peut investir à partir de 80 000 euros, tout compris. En général, il faut compter 10 000 euros d'apport. Et donc, on va pouvoir vraiment répondre à tous les objectifs et tous les budgets des particuliers qui souhaitent prendre en main leur avenir. Comment perçois-tu, toi qui es sur le terrain, toi qui as maintenant des années d'expérience, en particulier à Lyon, comment perçois-tu le marché immobilier au quotidien, en France et à Lyon en particulier? Alors, en France, on voit quand même que le marché immobilier est très résilient. C'est-à-dire que malgré, sur les 5 dernières années, toutes les crises qu'on a pu avoir, la guerre en Ukraine, le Covid, après des éléments plus branchés immobiliers, l'encadrement des loyers, la loi climat, la hausse des taux, eh bien malgré tous ces événements, l'immobilier reste à un niveau de prix qui est très résilient, hein. On a eu une baisse de prix, mais qui reste très correcte ces dernières années. Et là, sur les derniers mois, on repart à la hausse dans la plupart des grandes villes. Et sur le côté des loyers, les loyers n'ont jamais baissé durant cette période. Donc finalement, l'immobilier reste un actif très sûr. Et donc, je pense que c'est solide pour investir et préparer son avenir. Sur le marché lyonnais, on va dire que la turbulence récente, c'est l'arrêté sur l'encadrement des loyers de 2023 qui a été annulé. Toutefois, celui de 2022, 2024 sont toujours d'actualité. Donc, en fait, il n'y a aucun impact. Le marché immobilier lyonnais aujourd'hui reste aussi tendu. Donc, on n'achète pas aussi facilement qu'on peut l'imaginer. Il y a toujours de la tension entre vendeurs et acheteurs. Il y a des opportunités. Et donc, je pense que la fenêtre de tir est intéressante parce que quand même, sur les 2 dernières années, il y a eu une baisse de prix. Et donc, le moment pour entrer sur le marché fin 2025-2026 est très intéressant. Est-ce que tu peux me rappeler ou me dire ce qui caractérise la ville de Lyon, ce qui la rend attractive? Ce qui est assez intéressant, c'est que selon les arrondissements, on va pouvoir acheter entre 2 000 à 10 000 euros du mètre carré. Et donc forcément, selon ces secteurs-là, on va avoir un niveau de tension locative, un niveau de rentabilité qui va être très différent. Donc on va pouvoir cibler des zones selon les objectifs de chacun des clients, selon qu'ils vont plutôt privilégier la rentabilité, la sécurité ou l'équilibre intermédiaire entre les deux. Lyon, c'est aussi une capitale, on va dire, économique,
avec énormément de projets, des projets environnementaux, des projets de rénovation de quartier, des installations de sièges sociaux d'entreprises. Donc on est en croissance économique et démographique. C'est une ville, comme je disais, qui se développe. Et donc, dans le cycle immobilier sur 10, 15, 20 ans, c'est hyper intéressant. Ça laisse des perspectives de prise de valeur qui sont plutôt favorables. En matière de nombre d'étudiants, de dynamisme étudiant, est-ce que tu as des chiffres à nous partager? Oui, complètement. Sur la région lyonnaise, on a environ 190 000 étudiants avec, on va dire, deux grands pôles. Le pôle universitaire de l'Adoua, plus de 40 000 étudiants. On va dire que c'est le campus scientifique à Villeurbanne. D'ailleurs, c'est un quartier où il est hyper judicieux d'investir parce qu'à proximité, il y a le futur tramway T6 qui va finir d'être construit en 2026. Donc moi-même, j'ai investi dans ce secteur-là. Je crois fortement à la ville de Villeurbanne. Et le deuxième grand pôle universitaire, c'est le pôle l'université Lyon 3 Jean Moulin, qui, pareil, est assez bien positionné dans une zone qui est ni trop chère, ni pas assez chère. Donc, il y a de la tension. C'est un quartier qui est agréable à vivre et c'est assez intéressant d'investir à proximité. Pareil, il y a environ 40 000 étudiants. Et puis, tout autour de Lyon, dans la plupart des arrondissements, on a des écoles, des universités. Ça fonctionne de partout. Est-ce qu'à Lyon, il y a, comme à Paris, des projets urbains structurants? À Paris, il y a le Grand Paris Express qui arrive progressivement. Est-ce qu'à Lyon, il y a une ambition similaire? Est-ce qu'il y a des projets qui permettront de bénéficier de vraies opportunités, ou c'est pas encore d'actualité dans cette grande ville? Si, on a énormément de projets urbains. D'ailleurs, on a fait un guide des projets urbains qui est disponible sur notre site internet pour en prendre connaissance par arrondissement. Donc, en fait, je pourrais en citer des tonnes. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal de lignes de tramway qui se développent. Et donc, c'est assez judicieux de cibler des zones dans lesquelles les futurs arrêts de métro vont arriver. Je pense à Villeurbanne, à Lyon 8. Il y a également des quartiers entiers, le quartier des Sœurs à Villeurbanne, qui vont connaître des rénovations avec des plans d'investissement. Pareil pour le quartier de la Pardieu, la gare Perrache qui va être entièrement rénovée. Donc voilà, beaucoup de projets urbains dans quasiment tous les arrondissements de Lyon. Quand tu dis arrondissement, c'est intramuros ou c'est aussi connecté avec la banlieue de Lyon? Dans les deux cas. Dans les deux cas. Ouais, Okay. dans les Donc deux cas. essentiellement par les tramways. À Paris, c'est plutôt des RER qui vont arriver, qui vont drainer, qui vont fluidifier. Là-bas, c'est plutôt le tram. Alors aujourd'hui, on a pas mal de projets de tramway. Et puis, on va dire qu'il y a des projets en pourparlers, peut-être sur des prolongements de métro, mais il n'y a encore rien d'acté aujourd'hui. Imaginons, je te confie 200 000 euros, apport plus endettement bancaire. Je te les confie. On se donne rendez-vous dans 25 ans. Je ne veux pas en entendre parler. Qu'est-ce que tu fais des sous où est-ce que tu les investis concrètement? Donc déjà, je vais quand même regarder un petit peu ton profil. Donc là, Grégoire, je pense que tu as une trentaine d'années. Moi, je vais te conseiller plutôt d'investir dans la région lyonnaise environ 150 160 000 euros, qui est le budget complet, donc tout compris, achat, notaire, travaux mobiliers, nos honoraires. C'est le budget complet, tout compris, pour faire un studio à proximité de l'Adoua à Villeurbanne ou de l'université Jean Moulin Lyon 3 dont on parlait tout à l'heure. Ça va permettre d'avoir un budget un petit peu plus petit et de cibler un studio, 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, c'est intéressant parce que plus c'est petit, plus on va louer cher. Donc, ça va être plus rentable. Alors que si tu investis tes 200 000 euros, tu ne vas pas avoir une rentabilité proportionnelle. Tu vas acheter de la surface qui ne sera pas répercutée sur le loyer. Donc voilà, je vais plutôt te conseiller de diminuer un petit peu la taille du projet pour faire une opération plus rentable et préserver ta capacité d'emprunt, pourquoi pas, pour faire un deuxième projet dans 3-4 ans. Et donc là, tu démultiplieras l'effet de levier. Dans 25 ans, tu auras peut-être 2 appartements et tu auras développé davantage ton patrimoine pour préparer ta future retraite. Donc, studio, louer un étudiant, meublé. Voilà, dans une zone en développement à proximité des écoles. Et ce qui est intéressant à Lyon, c'est que ces zones-là ne sont pas les zones qui coûtent le plus cher. Ce sont des zones intermédiaires avec un très bon équilibre, comme je le disais tout à l'heure, entre la rentabilité, la sécurité locative et la prise de valeur, parce que l'immobilier ne coûte pas encore très cher. On a des projets urbains qui arrivent et on est à côté des écoles, donc on loue très facilement. Lyon étant la première ville de France en termes de tension locative. En moyenne, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un logement, on a 14 demandes de locataires. D'accord, donc aucun risque de vacances locatives. Oui, aujourd'hui, nous, les studios, c'est vraiment notre retour d'expérience. On a 1200 lots en gestion locative dans notre activité de gérance. Les studios, on a un taux de remplissage toute l'année de 100%. Donc même si on reçoit une dédite d'un locataire au mois d'avril, mai, juin, juillet, on reloue immédiatement sur un studio. Et 200 000, je t'avais proposé plus.
Tu te dis pas que tu me fais investir dans un T2 pour y mettre 2 étudiants et améliorer la renta? Non, alors le T2, appartement avec une chambre, ça va plutôt être un produit qu'on va faire pour des investisseurs qui souhaitent transmettre de la sécurité. 35 mètres carrés, une chambre, plus de prise de valeur parce qu'on pourra revendre à quelqu'un qui en fera sa résidence principale. En revanche, c'est moins rentable, comme je le disais tout à l'heure, pour des questions de rentabilité. Mais si tu peux un petit peu pousser ton budget peut-être à 300 000, Ouais. 350 000 même idéalement, je te conseillerais une colocation de 3 chambres ou 4 chambres. C'est un mode d'exploitation qui fonctionne parfaitement à Lyon. On a énormément de demandes. Comme je le disais, on a une crise du logement. Les étudiants n'arrivent pas à se loger. Et donc, moi-même, à titre personnel, les colocations, c'est quelque chose que je pratique depuis 10 ans. Et beaucoup de nos clients nous font confiance pour mener ces projets qui fonctionnent très bien et qui apportent beaucoup plus de rentabilité encore que les studios. Par contre, on a un petit peu plus de risques sur les turnovers, les changements de locataires qui sont plus fréquents. Il peut arriver qu'on ait un petit peu de vacances locatives, 15 jours par an, mais ça fonctionne très bien. On en tient compte dans les business models et les rentabilités sont très intéressantes. Tu as en partie répondu à ma question. À quoi ressemble un investissement locatif réussi chez Cataneo? Est-ce que tu peux me donner des éléments d'un exemple récent? Tous nos investissements locatifs sont réussis. D'ailleurs, si je peux te donner une statistique qui est très simple, c'est que nous, en moyenne, sur 100 mandats de recherche signés, donc quand on a fait le conseil sur quel projet on va faire, on signe ensuite un mandat de recherche pour trouver l'opération idéale pour notre client qui souhaite investir. Et bien sur 100 mandats de recherche signés, nous avons 100 mises en location. Donc ça veut dire que tous les projets lancés se concrétisent. Et donc nos 100 clients vont systématiquement connaître la phase de remise en état du logement. Ça, c'est un impératif chez Cataneo. On va toujours cibler des appartements qui nécessitent des travaux pour les acheter moins cher, avoir moins de frais de notaire. Et ensuite, on va, dès que le client devient propriétaire, faire une remise aux normes complète pour respecter les critères de DPE, de location, mais aussi pour pouvoir appliquer ce qu'on appelle un complément de loyer. Comme à Lyon, on a l'encadrement des loyers. On va suréquiper les logements, on va faire une prestation quasi hôtelière, ce qui va nous permettre de louer plus cher, donc d'avoir un locataire avec plus de garanties financières. Ça diminue drastiquement le risque d'impayé. On fait le choix vraiment du locataire. Et donc ensuite, notre client va vraiment avoir un cercle vertueux. Il a un logement remis à neuf, durable, pas de travaux à prévoir pendant longtemps. Ensuite, il a un locataire qui se sent bien, qui reste longtemps. C'est vraiment la stratégie gagnante et vertueuse. Et donc ça, c'est ce qu'on fait vraiment dans 100% de nos investissements pour nos clients, que ce soit dans du studio, du T2, de la colocation ou des immeubles. Et on va même respecter cette stratégie-là dans les autres secteurs où on intervient, à Villefranche, Mâcon, Saint-Étienne et autres villes de la région lyonnaise. Quel est le profil type de la personne à qui tu recommandes d'investir dans l'immobilier? Après, je te poserai la question, quel est le profil type des personnes à qui tu ne recommandes pas d'investir dans l'immobilier? Mais première pan de question. Alors, le point commun de tous nos clients, c'est en fait simplement qu'ils souhaitent préparer leur avenir, préparer leur retraite et qu'ils sont prêts à faire un placement. Ça, c'est le point commun. Mais ensuite, on a en fait finalement plusieurs profils. On a des clients lyonnais qui connaissent la ville de Lyon, mais qui n'ont pas le temps, pas les compétences, pas l'énergie, et donc qui vont nous déléguer le projet pour gagner du temps en sécurité et accéder à notre réseau. On va dire que ça, c'est à peu près 50% de nos clients. On a également beaucoup de clients qui ne connaissent pas du tout Lyon, qui vivent à Paris, à Marseille, à Toulouse, mais qui croient au potentiel de la ville de Lyon. Et en tout cas, on leur explique. Et donc, de la même façon, ils souhaitent préparer leur avenir et on va s'occuper de la mise en œuvre et les conseiller sur le projet adapté pour eux. Le troisième type de clients, c'est les Français qui vivent à l'étranger. On a beaucoup de clients non résidents, Singapour, États-Unis, des pays d'Afrique. On a fait une trentaine de pays. Et donc, on va pouvoir les accompagner pour qu'ils investissent depuis leur canapé, à distance. On s'occupe de tout. On les conseille sur la stratégie. On les accompagne pour toutes les étapes notaire, financement, procuration, signature électronique, visite virtuelle, la gestion des travaux et la mise en location. Donc, on a des clients, par exemple, à Singapour, avec qui on a fait 6 investissements. Ils ne les ont jamais vus, mais ils touchent bien leur loyer tous les mois. Qu'est-ce qui fait qu'un expat qui ne connaît pas Lyon ou qu'un investisseur qui ne connaît pas Lyon investisse à Lyon? Pourquoi, quitte à investir, il ne le fait pas plutôt à Paris, qui a priori est la ville patrimoniale par excellence, avec toute une palette de rapports rendement-risque? Il peut s'y retrouver à peu près partout. Pourquoi Lyon pour ces gens-là?
Je pense que le budget est un petit peu plus abordable. Tout à l'heure, on disait que sur la place lyonnaise, on peut investir de 1 000 € à 10 000 € du mètre carré. Alors, la région lyonnaise, au sens large. Donc, on va pouvoir vraiment investir à partir de 80 000 €. Ouais, pas à Paris, c'est vrai. À Paris, ça me paraît compliqué. Et puis, on a quand même un niveau de tension locative, donc de sécurité, qui est maximal. Et donc, finalement, je pense qu'on a à Lyon plus de rentabilité et plus de sécurité et des perspectives qui sont en plus hyper intéressantes, comme c'est une ville en plein développement. Donc, forcément, c'est important de raisonner en termes d'objectifs. C'est une raison pour laquelle beaucoup de personnes investissent sur la région lyonnaise. Mais il y a aussi une question de, je pense, choix de l'accompagnateur. Nous, notre force chez Cataneo, c'est que le projet immobilier, on va le porter dans la durée. On est engagé dans la réussite de l'investissement de nos clients. On va nous-mêmes sélectionner l'opération, l'emplacement, nous-mêmes la rénover et ensuite effectuer la gestion locative. Donc, quand on propose un investissement à un de nos clients, on sait qu'il va fonctionner parce qu'on va le porter dans le temps et on va être là pour accompagner jusqu'à la revente. D'ailleurs, aujourd'hui, en 2025, on revend les premières opérations de 2018 de certains clients qui revendent parce qu'ils veulent acheter leur résidence principale, financer les études de leurs enfants. Et donc, en fait, on aura bouclé la boucle. On aura accompagné le projet du début à la fin. Et donc, je pense que c'est assez sécurisant d'avoir cet aspect d'accompagnement global. Et je pense qu'en France, il y a peu d'acteurs qui interviennent vraiment de façon intégrée comme nous, où ce sont vraiment leurs équipes qui interviennent sur tous les niveaux, toutes les activités que je viens de citer. Est-ce que quand on t'appelle, parfois tu t'es amené à dire non, je suis désolé monsieur, mais je vais pas pouvoir vous accompagner, c'est pas fait pour vous. Qu'est-ce qui peut t'amener à dire ça? On ne va jamais aller sur des stratégies à risque dans lesquelles on ne croit pas. Donc moi, ça m'arrive parfois d'être consulté pour faire de l'exploitation en Airbnb ou des colocations dans des zones où je sais spontanément qu'il n'y a pas assez de tension locative, ou d'aller investir dans des immeubles sur lesquels je sais qu'il y a des problèmes techniques et donc je ne vais pas vouloir prendre l'exploitation. Donc, pour moi, je ne vais pas écouter le client, je vais vraiment l'orienter sur ma vision à moi de l'immobilier. Je dis toujours qu'il y a une règle très claire, c'est R égale R. Des clients qui veulent un maximum de rendement, la plupart du temps, il y a un maximum de risque. C'est corrélé, comme sur les produits financiers. Et donc, dans l'immobilier, les risques peuvent être assez importants. Et donc, le risque principal, c'est le secteur. Si on n'a pas de locataire, l'opération ne fonctionne pas malgré le fichier Excel. Et donc, moi, je dis toujours, méfiez-vous du fichier Excel. Donc, je suis assez vigilant sur la stratégie du client. Je souhaite qu'il ait la même vision que nous. C'est un équilibre global entre la rentabilité et la sécurité. Il ne faut pas mettre le curseur trop loin sur le risque. Sinon, on va se mettre nous-mêmes en difficulté sur les travaux et sur la gestion. Et en fait, si l'opération ne fonctionne pas, mon client ne sera pas satisfait. Et moi, ce n'est pas ce que je souhaite. Je souhaite que toutes les opérations fonctionnent. Le deuxième cas de figure dans lequel je peux parfois refuser des clients ou des projets, c'est si le client est un petit peu all-in financièrement. Moi, je dis toujours, quand on investit dans l'immobilier, il faut avoir conscience qu'on va s'engager sur une période longue. On fait un prêt bancaire sur 15, 20, 25 ans. C'est super, c'est pour préparer son avenir. Mais il ne faut pas que ça vous démunisse dans le quotidien. Il ne faut pas que le projet immobilier empêche de partir en vacances ou on se met à manger des pâtes en famille. Non, on prépare l'avenir, mais ça ne doit pas être au détriment du quotidien. Donc ça, je suis aussi intransigeant là-dessus. Et donc, c'est pour ça que je vais être aussi hyper vigilant dans tous les projets qu'on propose pour mesurer l'impact financier de chaque projet. Donc, quel apport on va mettre, quelle est l'épargne de précaution à côté qu'il va vous rester pour rester confortable, prudent. Et ensuite, ce qu'on appelle l'effort d'épargne, la différence entre le loyer qu'on va toucher tous les mois, le prêt bancaire et toutes les charges d'exploitation. Et là, nous, on est vraiment exhaustif sur les charges d'exploitation. Charges de copro, taxes foncières, assurance, frais de gestion, expert comptable, CFE, vacances locatives. Il y a beaucoup de choses que la plupart des gens oublient. Donc nous, on en tient compte dans les calculs de rendement, dans le taux de rendement interne à la revente, combien on va récupérer, mais également dans cet effort d'épargne qui est une notion clé pour que l'investissement locatif puisse être supporté par l'investisseur. Et donc, moi, je dis toujours, cet effort d'épargne, vous êtes prêt à le supporter pendant 15, 20, 25 ans? Oui, non. Si la réponse est non, on réadapte le projet ou on ne le fait pas. Est-ce qu'il y a des fausses bonnes idées dans l'immobilier, à Lyon en particulier, parce que chaque ville a sa réalité?
Est-ce qu'il y a des modèles qui ne fonctionnent pas à Lyon? Je Ouais. pense spontanément au co-living, par exemple, à l'immeuble de rapport aussi. Alors, c'est une excellente question et en fait, il y a partiellement répondu, où effectivement, je pense que dans chaque ville, déjà, c'est très différent. Donc ce que je vais dire à Lyon, sur mon secteur, n'est pas forcément la vérité ailleurs. Moi, donc là, si je parle uniquement de Lyon intramuros, par exemple, je vais déconseiller la location courte durée. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chasse aux sorcières par l'urbanisme, par les copropriétés et même sur le plan fiscal. Les taux de remplissage diminuent, les hôtels font un peu la guerre, baissent aussi leurs prix. Et donc, c'est un mode d'exploitation que je ne recommande pas, surtout quand on tient compte des frais de gestion, de conciergerie, des frais de plateforme. Finalement, la rentabilité n'est vraiment pas intéressante par rapport à tous les risques qu'il peut y avoir derrière. Et je ne parle même pas sur 150 locations par an, le risque de prostitution, de fête, de dégradation, etc. C'est encore autre chose. Donc, la location courte durée, je ne la recommande pas. Les sujets d'immeubles de rapport à Lyon, il faut savoir qu'il y en a à vendre, souvent des immeubles familiaux, mais les prix sont très, très élevés. Ce n'est pas forcément sur ces projets-là qu'il va y avoir les meilleures rentabilités parce qu'il y a une concurrence à l'achat vraiment très féroce des marchands de biens, des SCPI, des foncières, qui ont des visions à très long terme, 15, 20, 25 ans, et qui peuvent supporter des périodes où l'investissement ne va pas être optimisé, qui vont être plus longues qu'un particulier lambda. Donc l'immeuble de rapport, je ne le conseille pas. En revanche, le studio, le T2, la colocation, le co-living sont des formules qui fonctionnent très bien. Donc là, je prends l'exemple de Lyon intramuros, mais pour ce qui va être de la location courte durée ou de l'immeuble de rapport, c'est des solutions qui vont très bien fonctionner à Villefranche, à Mâcon, par exemple. Pour Saint-Étienne, je vais plus privilégier le petit T2 en face des écoles. Je sais que ça va très bien fonctionner. Et donc, en fait, c'est essentiel de très bien connaître son secteur et le mode d'exploitation qui convient. Je disais quelque chose d'intéressant sur ton LinkedIn. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Tu expliques que le co-living, c'est pas forcément l'idéal parce que tu es obligé de dénaturer ton bien. Et le jour où tu as besoin d'un plan B, ce qui peut arriver, tu te retrouves avec 3 cuisines, 3 salles de bain, 3 toilettes, et il n'est pas facilement vendable ton bien. Euh, Ça peut quand même être quelque chose d'intéressant ou il faut être vigilant peut-être? Alors, nous, chez Cataneo, on ne propose pas du tout d'investissement en co-living. Il y a des acteurs qui le font. Moi, je n'y crois pas. Pour la raison suivante, c'est qu'en fait, je crois qu'un bon investissement respecte 3 principes. Le fait de bien acheter, le fait de bien louer et le fait de bien revendre. Et donc, sur ce dernier paramètre, le co-living, ça me paraît compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, un co-living, c'est vraiment un bien immobilier qui est adapté pour de l'investissement. Donc, on va faire tous les travaux qui vont bien sur coût de travaux pour faire une salle de bain par chambre. Ça va pas être répercuté tant que ça durant la phase d'exploitation sur les loyers. On va peut-être louer 40-50 euros de plus par mois par chambre parce qu'on a une salle de bain. Mais bon, on aura eu le coût des travaux supplémentaires qui est assez significatif. Et c'est surtout qu'à la revente, eh bien finalement, qui va racheter? C'est un investisseur qui aura les mêmes objectifs de rendement que nous. Et donc, en fait, si les loyers ne se valorisent pas durant la période de détention, eh bien son actif ne s'est pas valorisé. Alors qu'en fait, c'est quand même hyper agréable, hyper satisfaisant de revendre un actif qui s'est valorisé. Donc nous, on va plutôt proposer des colocations où on ne dénature pas la configuration initiale de l'appartement. On laisse 1 ou 2 salles de bain, selon qu'on va faire 3, 4 ou 5 chambres. Les coûts des travaux restent largement abordables. On ne se met pas hors marché suite aux travaux. Et à la revente, on peut très bien revendre à la fois à un investisseur, mais surtout à une famille. Et donc, dans ces cas-là, on respecte les 3 éléments fondamentaux: bien acheter, bien louer et bien revendre. Sur les 700 opérations que tu as menées à ce jour, tu as forcément eu des ratés. Tu as forcément un retour d'expérience à nous partager. Qu'est-ce qu'il faut éviter quels sont les écueils à éviter à Lyon en général et à Lyon peut-être en particulier? Ouais, alors, je ne suis pas certain que ce soit spécifique à Lyon, mais tu te doutes bien, sur 700 projets, on a forcément des anecdotes. Fort heureusement, on les a toutes résolues et on a accompagné nos clients en toute transparence et puis ils sont compréhensifs. C'est dans tout business, forcément, sur 700 projets, qu'il y en ait une petite dizaine avec des aléas, c'est normal. On a eu, pareil, pour anecdote et pour en rigoler aujourd'hui, on a eu un effondrement de plancher, donc on est passé dans l'appartement du dessous. Ça arrive aussi dans des travaux qu'on passe dans l'appartement d'à côté quand on perce ou qu'on fait une démolition.
On a retrouvé une voiture dans un garage après l'acquisition. On n'avait pas pu visiter le garage, donc il a fallu l'évacuer. Ça nous est aussi arrivé de constater une pente inversée d'un projet de marchand de biens où le vendeur était un marchand de biens. Donc les évacuations ne fonctionnaient pas, il a fallu tout démolir. On a retrouvé un stylo sous le parquet, donc avec un sol qui n'était pas droit. Bon, voilà, des anecdotes comme ça, mais fort heureusement, on a toujours accompagné nos clients avec transparence pour remettre en état. Et je pense qu'en fait, qu'on soit à Lyon ou ailleurs, c'est des choses qui peuvent arriver de partout. Le point de vigilance, c'est forcément de respecter les process, bien contrôler toute la partie juridique en amont, le règlement de copropriété, le carnet d'entretien qui est essentiel pour connaître l'état de santé de l'immeuble, éviter d'avoir des travaux de toiture ou de façade l'année qui suit l'acquisition, ou alors à en tenir compte dans la négociation. Ce n'est pas forcément une mauvaise opération, mais il faut le savoir. Ça, c'est vraiment un fondamental. Donc voilà, on essaie vraiment de sécuriser au maximum. D'ailleurs, à ce sujet, on fait quelque chose d'assez intéressant. C'est que nous, on garantit à tous nos clients, avant de signer leur compromis, on va connaître à l'avance la future notation de performance énergétique, le DPE. Donc, quand notre client signe chez le notaire le compromis, il a son devis travaux et la future note énergétique après travaux. Donc, nous, on garantit une remise aux normes. On va être sur un diagnostic C ou D, ce qui est hyper sécurisant. Vous faites venir un thermicien ou... Alors, c'est un diagnostiqueur qui vient avec nous quand on va faire la visite technique pour faire le devis travaux. En fait, c'est lui qui va nous donner les directives pour atteindre la note C ou D. Voici les travaux à faire et donc on va les intégrer au devis. Par rapport à ces anecdotes, qu'est-ce qu'il faut en retenir par exemple, cette mauvaise pente d'évacuation, qu'est-ce que tu aurais... Est-ce que c'est une mauvaise surprise, vous pouviez rien y faire? Ou est-ce qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus en en amont? Non, effectivement, amont? en fait, c'est que aujourd'hui, grâce à toutes nos anecdotes ou tous les sujets qu'on a pu avoir à traiter, aujourd'hui, on a fait des checklists de points de contrôle. Donc, effectivement, avant, on vérifiait pas la pente sur les opérations de marchand de biens. Maintenant, on prend un seau d'eau et on vérifie la pente. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, on a appris, on a grandi. Donc aujourd'hui, nos clients en 2025-2026 bénéficient de notre retour d'expérience et de notre savoir-faire, alors qu'en 2017-2018, on n'avait pas cette prise de recul, pas cette expérience. Donc aujourd'hui, c'est quand même plutôt très rare. Je pense que sur les 2 dernières années, on n'a pas dû avoir grand-chose en termes d'anecdotes ou d'aléas chantier. J'ai lu aussi, que vous permettiez à vos investisseurs de ne pas payer les frais d'agence parce que vous sourciez vos biens en off-market. Et donc, finalement, c'était une source significative d'économie pour eux qui venait quelque part compenser vos propres honoraires. Je trouve ça intéressant parce qu'on se dit que finalement, le coût est neutre puisqu'un particulier a plus de difficultés à trouver des biens off-market que des professionnels comme vous. Comment vous les sourcez, vos biens off-market? Est-ce que tu as un secret à partager sur ça? Comment vous faites pour avoir des biens qui ne sont pas encore sur le marché? Alors déjà, pour répondre sur nos honoraires, moi je crois qu'en fait, il y a quand même un fondamental, c'est de comprendre que ce qui compte, c'est pas combien ça coûte, mais combien ça rapporte. Et donc moi je pense que 100% de nos clients aujourd'hui pourraient témoigner sur le fait que par rapport au temps gagné, à la sécurité et à la qualité du projet, en fait nos honoraires, c'est $1 et surtout on les amortit fiscalement. Donc ce n'est pas du tout un sujet, ce n'est pas du tout un frein. Et donc ça, c'était un premier point. Comment on trouve nos opérations off-market? En fait, forcément, on a fait 700 projets en région lyonnaise. Donc on connaît tous les acteurs essentiels sur le marché, les notaires, les marchands de biens, les agences immobilières. Ils savent quelles sont les typologies d'investissement sur lesquelles on a des clients prêts à passer à l'action. Les studios, les T2, les colocations, les petits immeubles. Donc on nous les propose en permanence. Forcément, un particulier qui va peut-être faire 2 ou 3 projets, il passera jamais avant nous. Nous, on en a fait 700. On connaît tous les marchands de biens. Donc, on est en direct avec eux quand on fait du studio, par exemple. Donc, c'est des marchands de biens qui achètent des immeubles complets, des grandes surfaces qu'ils vont diviser. Et donc, nous, ensuite, ils vont nous proposer en avant-première leur grille de prix avec les lots, le prix par lot, par studio, pour qu'on positionne nos clients. Est-ce que ça veut dire qu'un particulier qui voudrait faire un investissement locatif par lui-même à Lyon, est-ce qu'il ne le verrait jamais? C'est des opérations qui sont complètement invisibles. Mais il lui reste plus que des opérations moins... Exactement, qu'on n'a pas voulu. Mais à Lyon, en fait, on a tellement de tensions que les opérations qui finissent sur Internet de typologie investissement locatif, je parle,
eh bien, en fait, il y a très peu de choses, ou alors c'est ce que vraiment les professionnels n'ont pas voulu. C'est les studios dans les immeubles des années 70, c'est les studios loués ou alors sous bail commercial, qui sont des opportunités d'investissement vraiment très douteuses selon moi. Et donc, nous, on va vraiment donner à nos clients accès à ces bons investissements, à ces opportunités, comme je te le disais, qui sont invisibles. Donc ça veut dire qu'un particulier n'aura jamais une aussi bonne rentabilité qu'en passant par un acteur comme vous. Oui. Qu'est-ce qui est rédhibitoire quand tu visites un appartement, tu ouvres la porte? Qu'est-ce que tu vois en 15 secondes qui fait que tu arrêtes le process d'entrée, quoi? Alors même déjà, avant d'entrer dans l'appartement, moi j'aime bien regarder l'extérieur de l'immeuble, des choses toutes bêtes. Est-ce que sur les balcons, il y a des fleurs? Ça donne déjà une idée de l'état de santé de l'immeuble. Ensuite, je vais regarder dans le hall d'entrée les boîtes aux lettres. Si je vois qu'elles débordent toutes, je vais me dire que oula, peut-être qu'il n'y a pas d'occupation, peut-être qu'il y a beaucoup de Airbnb. Je vais regarder la propreté du local poubelle, la propreté des parties communes. Vraiment, ça donne déjà un indicateur sur l'état de l'immeuble. Parce qu'en fait, j'invite vraiment toutes les personnes qui souhaitent investir à avoir une analyse sur l'immeuble. Moi, je dis toujours, dans l'immobilier, une analyse, ça doit être du macro vers le micro. On regarde l'emplacement, le secteur, qu'est-ce qu'on a autour. Ensuite, on regarde l'immeuble et on finit par l'appartement. Et donc ensuite, je vais aussi prendre le temps dans les parties communes de regarder la qualité des colonnes, les réseaux d'eau, la colonne électrique. Est-ce qu'elle permet, si on est sur des changements de système de chauffage, est-ce qu'on passe du gaz à l'électricité? Est-ce que la nouvelle colonne, enfin la colonne d'électrique va pouvoir accueillir la nouvelle puissance? Voilà, c'est des petites choses comme ça que tout le monde ne regarde pas. Et puis, dans le logement, je vais regarder l'humidité, les ouvertures. Selon l'étage, euh, pareil, je vais vérifier les points de contrôle autour de la colonne d'évacuation. Si on est en rez-de-jardin, rez-de-chaussée, c'est des choses qu'on ne fait pas souvent, mais qui peuvent arriver. Parfois, c'est fréquent qu'on ait des refoulements d'eau quand on est en rez-de-chaussée. Eh bien, si je vois des traces à proximité des toilettes ou des points d'évacuation, je me dis que ça refoule dans l'immeuble, que la pente n'est peut-être pas assez assurée. Donc ça, je vais être très vigilant. Sur les immeubles anciens, avec des planchers bois, on va regarder est-ce qu'il y a un écart de hauteur entre les plinthes et le plancher. Est-ce qu'il y a des traces au mur, des traces d'humidité? Les fermetures, menuiseries, volets électriques, tout ça, c'est des points de contrôle à regarder. Est-ce que dans les immeubles anciens aussi, des anciennes cloisons sont devenues porteuses? C'est des choses hyper importantes dans un projet de rénovation. Et rien n'est rédhibitoire, tout est négociable. Complètement. Ce qui pourrait être rédhibitoire, c'est les problèmes structurels sur l'immeuble. Là, pour le coup, c'est vraiment... là, dans ce cas-là, on y réfléchit vraiment à deux fois. Oui, bien sûr. L'arrêté de péril, c'est quelque chose qui existe. À Lyon, Villeurbanne, on a la chance d'être sur des villes riches où les copropriétés ont toujours été bien entretenues parce que les copropriétaires ont de l'argent. Dans des villes de taille moyenne ou des villes comme Marseille ou Lille, fréquemment, on peut lire dans la presse qu'il y a des arrêtés de péril parce que le pouvoir d'achat est moins élevé. À Paris, il n'y en a jamais non plus, comme à Lyon, parce que les immeubles historiquement ont été bien entretenus et sont de qualité dans leur construction. Donc ça, c'est un point très important. Et ça, vous avez un ingé structure qui vient pour Alors, sonder. on a des architectes au sein de la structure, donc ils ont une checklist de points de contrôle et dès qu'il y a un doute, on fait venir un partenaire bureau d'études structure qui donne son avis. On a un sujet d'ailleurs en ce moment, ce sujet-là à Caluire, avec une division de marchands de biens où on souhaite avoir l'analyse du bureau d'études avant de confirmer le projet. Tu parlais des plaintes sous le plancher. C'est quoi le problème des plaintes En avec fait, l'écart? si on a un écart entre la plainte et le plancher, ça veut dire qu'on a un affaissement du plancher. Ah, d'accord. Et donc potentiellement un problème de structure. Les solives qui ne sont plus, qu'il faudrait remplacer. Et toi, typiquement, c'est le genre de choses que tu regardes toi ou tu vois ça dans un temps 2? C'est quelque chose que tu regardes dès la première visite? Tu as l'œil immédiat ou tu as besoin quand même de soutien technique? Alors, nous, dans notre façon de travailler chez Cataneo, on a d'abord une première visite, on va dire, du conseiller immobilier qui détecte le projet, son potentiel, et qui a un premier regard technique, mais qui n'est pas aussi expert que nos architectes. Donc d'abord, on a cette première visite-là avec des points de contrôle, mais ensuite, si l'opération retient l'attention de nos clients, on fait une offre d'achat, on avance dans le process, et à ce moment-là, on va engager une visite technique avec donc nos architectes et, je le disais tout à l'heure, notre partenaire diagnostiqueur. Et à ce moment-là, il va vraiment y avoir
une vérification vraiment portée sur le côté technique pour tout contrôler et pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise lors de la phase de travaux. En fait, on a le même intérêt avec le client, c'est qu'il n'y ait pas de surprise. Sinon, ça serait à nous de la gérer durant la phase de travaux et ensuite durant la phase de gestion locative. Donc, on va vraiment prendre le temps de tout sécuriser. Et imaginons qu'il y ait quelque chose que vous n'ayez pas vu et vous le voyez une fois la première location mise en place. Qui supporte ce surcoût? Est-ce que Cataneo prend sa part? Est-ce que c'est à l'investisseur de prendre en charge les travaux de réfection? Comment ça se passe? Alors, c'est très rare, mais ça peut arriver. Les exemples que j'ai en tête, c'est une chaudière qui ne redémarre pas, qui n'avait pas été mise en route durant la phase de vente et durant le chantier. Donc là, effectivement, on ne peut pas s'engager. Nous, Cataneo, c'est la mauvaise surprise. Et on sait de toute façon, durant un cycle de 10, 15, 20 ans, eh bien, la chaudière, potentiellement, faudrait la changer. Mais on aurait forcément signalé à notre client que la chaudière, elle était en état et qu'on ne la rénovait pas. Et on voit jusqu'où elle va. Bon, pas de chance, elle ne redémarre pas. Il faut la changer. Mauvaise surprise. Par contre, je peux donner un autre exemple, là d'ailleurs, qui est récent, malheureusement. Un client qui achète un appartement avec des volets électriques extérieurs. Et donc, il y a 2 volets électriques. Et malheureusement, nous n'avons pas pu contrôler l'état et le fonctionnement parce qu'il n'y avait plus d'électricité dans le logement. Et donc, on l'a fait remettre en fait juste avant l'acte de vente définitif. Et donc, on a pu vérifier sur toutes les fenêtres de l'appartement, mais on vérifiait juste que l'interrupteur fonctionnait et qu'on entendait le bruit du volet qui se déclenchait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur une des fenêtres, le volet, il y avait seulement 3 lames. Et donc, forcément, Vous n'avez pas vu? on ne l'avait pas vu parce qu'on avait testé juste la mise en route du volet électrique. Et donc, dans ces cas-là, le deal qu'on a fait avec notre client, c'est qu'on a fait moitié-moitié. Quand tu réalises une opération, il y a forcément des choses qui te prennent la tête. Qu'est-ce qui est le plus pénible pour vous, investisseurs? Alors, je pense que, autant pour moi dans mes projets personnels que pour nos clients, la phase la plus pénible, c'est la phase du financement bancaire. Autant jusqu'à il y a 3-4 ans, les banques étaient relativement prêteuses et c'était assez rapide. Aujourd'hui, les banques demandent de plus en plus de documents, les délais sont de plus en plus longs, les conditions sont de plus en plus restrictives et donc ça devient de plus en plus complexe cette phase du financement. C'est en plus de l'administratif, donc c'est pas hyper intéressant. Et nous, en plus, on n'a pas la main. C'est-à-dire qu'on peut pas, même si on essaye de faire gagner un maximum de temps à nos clients, on ne peut pas, pour lui, aller prendre ses fiches de paye, son bail, ses titres de propriété, ses tableaux d'amortissement et monter son dossier à sa place. On ne peut pas le faire. Donc, on reste dépendant de notre client. Mais lui-même, tous nos clients nous font ce retour-là que cette phase de financement est la plus difficile. Alors, même en passant par des partenaires courtiers, ou leur banque historique, ils n'ont pas forcément les meilleures conditions et ça reste quand même très complexe. Et donc, cet ingrédient-là, qui est essentiel pour la réussite de l'investissement, on ne le maîtrise pas et il est assez fastidieux. On en parlait, on l'évoquait au début de notre échange. Il y a un flou juridique autour de l'encadrement des loyers à Lyon. Peux-tu expliquer le contexte de ce flou? Oui, alors en fait, pour moi, c'est pas du tout un flou, hein, c'est assez simple. L'arrêté sur l'encadrement des loyers de 2022 est toujours en vigueur. Celui de 2023 a été purement annulé parce que le tribunal de Lyon a considéré que la carte était imprécise et l'arrêté de 2024 est toujours d'actualité. Donc en fait, l'arrêté qui a été annulé ne concerne que, on va dire, la forme, mais pas du tout le fond. Le fond n'a pas été remis en question. Et donc là, dans les semaines à venir, on attend le nouvel arrêté de 2025. Donc pour le moment, on continue d'appliquer l'encadrement des loyers de façon très classique. Et donc, il est toujours en vigueur. Est-ce que cet encadrement des loyers vous empêche d'investir exactement comme vous le voudriez? Est-ce que ça a réorienté votre stratégie? Oui, alors ça donne déjà des contraintes supplémentaires parce que dans les annonces immobilières, dans les baux, on doit mettre des mentions particulières. Et dans le mode d'exploitation, nous, ce que l'on faisait déjà par le passé, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on propose toujours des très beaux logements, mieux que la moyenne du marché, avec plus d'équipements, une rénovation récente.
Et donc, on avait déjà des loyers assez élevés parce que nos logements le justifiaient, ils étaient mieux que la moyenne du marché. La loi Elan, sur l'encadrement des loyers, permet d'appliquer un complément de loyer pour les logements qui justifient d'éléments de confort additionnels. C'est la terminologie dans la loi. Et donc nous, le fait d'appliquer ce complément, on va le justifier grâce à nos éléments de confort additionnels, une prestation quasi hôtelière, des équipements type électroménager, télévision, lave-linge, lave-vaisselle, etc. Le locataire vient seulement avec sa valise et donc on applique ce complément de loyer. Donc la contrainte que l'on a, c'est qu'il faut bien rénover et équiper un petit peu plus les logements pour louer avec ce complément de loyer et avoir un niveau de rentabilité qui correspond en fait à celui qu'on avait par le passé avant l'arrêté. Le LMNP est sur la sellette à chaque fois qu'il y a un nouveau budget qui est voté. Est-ce que est-ce que c'est le bon moment d'investir dans le meublé? Il y a quelques mois, un certain nombre euh, d'éléments structurants du LMNP étaient remis en cause. Aujourd'hui, il y en a d'autres. Demain, il y en aura certainement des nouveaux. Est-ce que c'est un bon pari, le meublé, aujourd'hui? Pour moi, la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on a envie de préparer son avenir? En fait, on va toujours trouver des excuses. Ah, c'est la guerre en Ukraine. Ah, il y a le Covid. Ah, il y a l'encadrement des loyers. Bon, aujourd'hui, c'est le sujet de la fiscalité. Et je pense qu'en fait, la vraie question à se poser, c'est est-ce que je veux préparer mon avenir, préparer ma retraite? Et ensuite, le fondamental, c'est bien de calibrer le projet immobilier. Acheter au bon endroit, au bon prix, bien loué. Ensuite, l'aspect fiscalité, comme ceux que je viens de citer avant sur les autres potentielles crises, etc. Je pense qu'il va falloir être agile. Durant les cycles de détention d'un bien immobilier, 10, 15, 20 ans, il va s'en passer des choses. Et donc, moi, je suis assez convaincu que si on a un bon actif, qui est le fondamental, ensuite, on va devoir être agile pour s'adapter et avoir un investissement qui va être rentable et durable. Si on répond seulement sur le meublé, moi, je pense que les investisseurs aujourd'hui ont besoin quand même de simplicité et d'incitation et que ça sera vertueux. Donc aujourd'hui, on parle de la mise en place du statut du bailleur privé qui, pour moi, va dans le bon sens. C'est une simplification et une incitation fiscale intéressante. Est-ce que les taux d'amortissement vont être à 2%, 3,5%, 4%, 5%? Quelles vont être les contreparties demandées? Aujourd'hui, c'est flou. On le saura quand la loi de finances sera promulguée. L'année dernière, ça avait été fait le 14 février 2025. Et moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça va remettre en question le projet d'investissement? Je pense pas. On peut pas perdre 6 mois. On s'adaptera. On s'adaptera. Cela dit, on parle aujourd'hui de l'amortissement qui pourrait être tout bonnement annulé. C'est pas passé. On ne sait pas ce que ça deviendra. Mais si jamais ça passe, il y a quand même un manque à gagner fort sur le. C'est-à-dire que ça remet en cause le BP, quoi. Il y a. Je l'entends, mais aujourd'hui, quand même, si on regarde ce qui s'est passé ces dernières semaines, il y a quand même le gouvernement qui pousse avec le statut du bailleur privé pour qu'on ait quand même cet amortissement. Donc, je pense quand même qu'il y a une volonté du gouvernement de donner de l'incitation fiscale. Ça va dans le bon sens, en fait, parce que si on donne de l'incitation à investir, ça va créer des mutations, des ventes qui vont générer des recettes de l'État avec les droits d'enregistrement, les frais de notaire. Donc, les investisseurs vont aussi avoir envie de rénover, de remettre en location. Ça va améliorer la qualité du parc immobilier. Donc, c'est vraiment vertueux pour tous les acteurs, les locataires qui auront des beaux logements, qui auront accès à plus de logements, les propriétaires qui prépareront leur avenir, la qualité du parc immobilier global en France et aussi sur le plan environnemental. Donc, je pense vraiment que c'est vertueux d'aller vers cette incitation, cette simplification et avec une notion aussi de stabilité et de confiance dont on a besoin aujourd'hui sur le marché immobilier. Est-ce que tu as personnellement investi en immobilier, à Lyon en particulier? Oui, oui, je suis multipropriétaire de studios, de T2, de colocation, en nom propre, en SCI. J'ai aussi fait des opérations de marchand de biens, de division, de changement de destination. Donc en fait, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a créé Cataneo avec mon associé Alexandre. À force de faire des opérations pour nous, à titre personnel, on avait beaucoup de personnes de notre entourage qui nous questionnaient. Comment tu fais? Où t'investis? Avec quel montage fiscal? Et donc, en fait, à force de donner des conseils, entre guillemets, gratuitement, eh bien, on a créé l'entreprise pour proposer cette solution clé en main pour les particuliers qui veulent investir. Et on leur propose exactement
les mêmes schémas d'investissement que ce que nous faisons à titre personnel. Merci Pierre d'avoir répondu à mes questions. Merci Grégoire. Nous arrivons au terme de cet échange. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai personnellement et Pierre aussi. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne Financero pour recevoir les prochaines. Vous pouvez également nous retrouver sur Financero pour consulter nos articles, nos guides, nos comparatifs et nos avis. Merci à tous et à bientôt. Merci Pierre. Merci Grégoire, à bientôt.